Chaque année, les mêmes scènes se répètent, monsieur le porte-parole. Des maisons inondées, des routes coupées. Les Béninois ont le sentiment que le pays subit les inondations sans jamais les prévenir. Que leur répondez-vous? Monsieur Guédénon, j'ai le sentiment que votre appréciation est quand même un peu trop corsée, C'est une interrogation. nonobstant les situations conjoncturelles que nous observons lorsqu'il pleut abondamment. Mais de prime abord, nous avons tous intérêt à ce qu'il pleuve et à ce qu'il pleuve bien, mais surtout à ce qu'il pleuve à temps et pas à contre-temps du fait des changements climatiques et de leurs conséquences néfastes sur l'environnement et sur le quotidien de nos populations. Mm. Parce que quand il pleut bien, au moment où il doit pleuvoir, c'est bon pour l'agriculture, Absolument. c'est bon pour nos agriculteurs, c'est bon pour nous aussi qui sommes dans les villes parce que nous avons de toute façon besoin de manger. Et il faut rendre hommage à nos agriculteurs pour cela. Maintenant, les pluies deviennent un problème lorsqu'elles arrivent à contre-temps ou lorsque subitement elles arrivent en telle abondance que cela nuit à la qualité de vie des populations, même si c'est pour un moment. Par exemple, avec les fortes pluies que nous connaissons sur Cotonou et dans la sous-région de façon générale, on a pu voir effectivement comment le temps des pluies, la congestion des voies est faite, comment les eaux stagnent un moment. Mais fort heureusement, parce qu'on parle du Bénin, mais les réseaux sociaux, les médias nous donnent également à voir la sous-région. Et on devrait se poser la question aujourd'hui de savoir si le Bénin, depuis quelques années, ne s'était pas engagé dans les investissements massifs, conséquents qu'il a réalisés pour améliorer le cadre de vie des populations, où est-ce que nous en serions? Parce que quand on regarde la sous-région, où on dénombre des morts, malheureusement, où des infrastructures sont détruites et où les eaux prennent carrément possession des rues, ça n'est pas encore le cas au Bénin et ça ne le sera plus grâce justement aux investissements que nous avons réalisés. Mais pour rester sur l'actualité des eaux, on a vu effectivement, il y a 2 ou 3 jours, Absolument. sur la liaison entre Calavi et Cotonou en particulier, au niveau du pont de Djonou, que nous appelons communément Wedonou, on a vu la préance de cette situation qui a fait que beaucoup d'usagers ont dû subir un détour énorme et des gens qui ont quitté Calavi pour Cotonou, même quand ils sont partis tôt pour échapper aux embouteillages traditionnels, ils ont mis à minima 1h30, 2h et c'était en fait 4h voire 6h à cause des détours inhabituels et de l'affluence aussi des voitures et des engins sur les routes. Mais là-dessus, je peux vous dire, nous avons été dans l'anticipation parce que vous devez vous souvenir, même si je pense que nos concitoyens qui nous suivent n'ont pas le souvenir de ce que je vais dire, vous au moins vous devez vous souvenir de ce que, il y a 2 ans déjà, le gouvernement avait annoncé les travaux de reprise de ce pont de Djonou. Il aurait dû être déjà reconstruit totalement, plus moderne, plus grand. Autant que le vieux pont de Cotonou, que nous appelons ancien pont. C'est ça. La décision avait été déjà prise de les réaliser sur budget national. Il se trouve qu'entre-temps, nous avons vu les choses en plus grand, plus moderne et futuriste, et nous sommes entrés dans un programme avec la Banque mondiale, un programme dit de mobilité urbaine, et dans ce cadre-là, la reprise du pont de Djonou, comme celui de Cotonou, le vieux pont, s'agissant de lui, a été intégré dans ce programme de mobilité urbaine. C'est ça qui a fait que la réalisation de ces 2 ponts a été différée. Les accords ont déjà été signés, rassurez-vous, avec la Banque mondiale. Mais il fallait reprendre les études, structurer autrement les projets parce qu'à terme, nous voulons également favoriser le transport fluvial. De Porto Novo jusqu'à Calavi, en passant par Cotonou, mettre en exploitation nos plans d'eau. Et pour ça, il nous faut des ponts d'une certaine dimension. C'est pour cette raison que le pont de Djonou est encore dans cet état et a malheureusement produit les inconforts que nous avons observés du fait de ces pluies. Mais quand la situation est arrivée, tout de suite, le gouvernement a apprécié et l'une des réflexions du chef de l'État a été de demander au ministre du Cadre de vie et des Transports de voir comment on accélère la réalisation de ce pont pour que dans les années à venir, nous ne vivions plus la situation qui a été enregistrée il y a quelques jours.
Et dans l'immédiat, le ministre du cadre de vie a pris les dispositions pour qu'avec une pelle amphibie, il y ait une intervention d'appoint qui soit faite là, afin de faire drainer davantage les eaux en améliorant la profondeur pour que cela ne stagne plus au point de déborder et de créer les ennuis que nous avons connus. Cela dit, les travaux de reprise de ce pont dans le cadre du programme de mobilité urbaine devraient durer 2-3 ans quand ça va commencer, mais c'est pour dire qu'à l'arrivée, nous aurons de meilleurs conforts de circulation et que les eaux ne resteraient plus là, comme on a observé cette fois-ci. Et ça doit nous rassurer parce que quand nous voyons le programme qui a été fait dans Cotonou pour assainir, et pas que, habituellement... Vous voulez parler du PAPC, le programme d'assainissement Je veux parler du pluvial. programme d'assainissement pluvial de Cotonou en particulier, associé à asphaltage dans son ensemble, mais particulièrement le PAPC, qui, quand bien même, il n'est pas encore totalement achevé, nous permet aujourd'hui de vivre plus sereinement malgré les pluies qui tombent et même lorsqu'elles tombent en abondance parce que les eaux sont mieux drainées, les exutoires sont connus et les eaux vont vers leur lit naturel d'écoulement, ce qui fait que, contrairement à ce que nous observons ailleurs, les eaux à Cotonou aujourd'hui n'en imposent plus particulièrement aux populations. Donc, les perspectives sont plutôt très bonnes et je crois que nous devons être rassurés de ce que, avec la détermination du gouvernement, les travaux prévus seront réalisés et à partir de là, nous vivrons mieux et nous conjuguerons au passé certaines anomalies, certains inconforts que ces pluies nécessaires nous causent lorsqu'elles viennent trop en abondance et parfois à contre-temps. Au nombre des mesures urgentes, est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant d'envoyer sur le terrain, dans les rues qui sont envahies par les eaux, voilà, des véhicules pour aspirer, des véhicules camions-citernes pour aspirer les eaux là où c'est un peu surabondant, et puis regarder sur la carte de circulation les voies de contournement et justement les améliorer dans l'urgence. Mais vous savez que par rapport à la liaison de Calabier-Cotonou déjà, toujours dans l'anticipation, nous avons fait pas moins de 2 ponts. Aujourd'hui, vous avez le pont de Concorde et vous avez celui de Carrefour dit Aglouza. Ça, c'était déjà des voies de contournement qui ont été réalisées dans la perspective des travaux qui devaient être réalisés à Djonou, mais également pour le confort de façon ordinaire de nos populations. Et maintenant, la suggestion que vous faites, les mairies savent le faire. C'est d'abord le travail des mairies de le faire. Pourquoi faudrait-il attirer l'attention et les interpeller? Je pense qu'elles savent très bien et il y en a qui le font. Par ailleurs, là où on sait que les mairies n'ont pas les moyens de le faire, l'État a mis en place une solution structurelle à travers le Fonds 4. Il y a un fonds qui est dédié à la prévention et à la gestion des catastrophes et autres risques. Et ce fonds a identifié une trentaine de nos communes qui sont susceptibles d'être inondées chaque fois que les pluies sont abondantes en raison de leur disposition naturelle, géographiquement parlant, où il y a les cours d'eau qui connaissent des creux à des moments donnés. Et grâce à ce fonds, il y a par exemple des équipements qui sont acquis, des barques pour intervenir en ces périodes-là et comment également évacuer les eaux ou réduire leur portée afin que les populations vivent ordinairement, même s'il pleut abondamment. Mais on attend de les voir se déployer. Justement, sur le même sujet, quel est votre regard sur nos comportements qui ne sont pas toujours éco-citoyens vis-à-vis de l'environnement? Il n'est pas rare de voir encore nos concitoyens boucher les routes d'eau avec des ordures. Malheureusement, cela s'observe encore par endroits et ça montre que c'est un enjeu collectif et nous devons tous y travailler, sensibiliser, éduquer et éduquer encore. Il n'est pas rare, en effet, de voir aux abords de nos rues des populations sorties de chez elles ou bien des gens qui tiennent boutique venir et s'abaisser au niveau des regards. Pour le baignoire commun, vous parlez des ouvertures sur les caniveaux. Sur les caniveaux, ils déversaient toutes sortes d'ordures, pas seulement les eaux. Vous avez des restes, vous avez des déchets solides et tout. Toutes choses qui, effectivement, avec l'accumulation, finissent par boucher les caniveaux et empêcher les eaux de circuler normalement. Et c'est une des causes aussi. C'est pour ça que certaines mairies qui ont les moyens et aussi la SGDS, la CIRAT, font le travail régulier du curage des eaux. Mais là où les équipes ne sont pas encore intervenues ou là où l'accumulation a été de trop, effectivement, il y a les eaux qui prennent possession des lieux et qui créent les dégâts. Donc, c'est un défi
qui nous est lancé à tous de sensibiliser nos concitoyens qui ne comprennent pas toujours la portée des gestes inciviques qu'ils posent afin de leur comprendre que ces gestes-là peuvent à terme créer des nuisances à tout le monde, y compris à eux-mêmes. Osias, on va évoluer sur les grandes décisions du gouvernement. Monsieur le porte-parole, ce fut un mercredi heureux pour certains de nos concitoyens qui ont été désignés pour siéger au sein des institutions, notamment le Sénat, mais aussi le CES. Alors, comment convaincre les Béninois que ces choix reposent d'abord sur les compétences et non sur des considérations politiques? Il y a des institutions qui sont par essence politiques, il y en a qui sont par essence techniques, et il y en a qui ont besoin d'un alliage des deux, un peu de politique, un peu de technique. Et je crois que le CES n'échappe pas à cette règle-là. Le CES, il y a des politiques, et il y a des techniques, il y a des professionnels. Parce que regardez les codes de provenance des membres du CES. Certains viennent du secteur de l'artisanat, d'autres de l'agriculture, d'autres sont des élus consulaires, ils viennent de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, d'autres sont désignés par les partis politiques, d'autres encore par le chef de l'État. Mais dans tous les cas, même ceux qui sont des politiques ont un profil donné au plan académique. Ils ont une formation. Donc, il ne faut pas, à mon avis, se préoccuper de savoir est-ce qu'ils répondent à des critères techniques ou exclusivement politiques. Ce qui doit nous importer maintenant, vous entendez quand même cette critique qu'on essaye de faire tout pour caser des copains politiques au sein des institutions, pour satisfaire les appétits politiques. De ce point de vue-là, si quelqu'un a envie d'être casé, il sait ce qu'il a à faire. Regardez le gouvernement. Le président Wadaye a formé un gouvernement, le président Talon avant lui, et vous avez vu d'éminentes personnalités qui n'ont jamais mis un pouce ou un orteil en politique. Parce que ce sont des techniciens qui ont été appelés comme tels. Regardez plein de nos structures publiques du périmètre de l'exécutif dédiées à la prise en charge de certaines questions qui doivent participer à l'amélioration globale des conditions de vie des populations. On ne demande pas aux gens de quel parti ils relèvent. Donc, l'aspect politique n'est pas le principal déterminant dans ces cas-là. Par contre, il y a des institutions, et souffrons qu'il en soit ainsi. Si vous voulez aller à l'Assemblée nationale, même si vous êtes le meilleur technicien, le meilleur spécialiste de votre secteur d'activité, si vous n'appartenez pas à un parti politique, vous n'allez pas vous retrouver à l'Assemblée nationale. C'est ainsi, hélas. Sauf si demain, nous disons que même à l'Assemblée nationale, il faut faire un quota pour des techniciens et à partir de ce moment-là, vous irez voir quels sont les corps de métier qu'il faut aller intégrer et quels sont ceux qui ne devraient pas être intégrés. On n'en sortirait pas. Le Sénat, par essence, lui, il est davantage, encore plus politique, mais alliant également de la technicité parce que vous avez des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de la Cour constitutionnelle, des gens qui ont été au commandement des forces de défense et de sécurité. Et si tout cet ensemble ne fait pas les 25 prévus, la différence est apportée par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Donc, ceux qui ont été nommés pour aller au Sénat, si les membres de droit atteignaient le nombre de 25, les 14 personnes qui ont été désignées mercredi ne l'auraient pas été. Voyez-vous? Donc, oui, pour que nous ayons des institutions pertinentes, efficaces, et cela me permet de revenir sur le CES. D'accord. Parlons-en. Il y a eu une réforme ambitieuse du Conseil économique et social pour en faire une institution davantage au service de la population et du développement de notre pays. Et nous avons vu comment, pendant le mandat transitoire qui s'est achevé là, l'équipe, avec son président en tête, a pris à cœur sa mission, a écumé notre pays, a tenu des rencontres avec les populations pour leur apporter le message de la République, des institutions, leur expliquer telle décision, telle loi. Ça montre l'efficacité d'une telle institution et désormais, la pratique ne devrait pas déroger à ce qui a été institué grâce à cette réforme. Et je crois que les populations apprécient bien de voir un Conseil économique et social plus proche d'elles et plus efficace aussi que cela n'a été par le passé. Et puis, je finirai avec le souci de rationalisation qui anime les dirigeants que nous avons aujourd'hui, notre pays dans son ensemble, parce qu'au-delà des dirigeants, c'est tout le peuple béninois qui va dans ce sens.
On vient de modifier la loi sur le Conseil économique et social en lui intégrant les fonctions du médiateur de la République. Jusque-là, il y avait une institution à part, la médiature, mais désormais, on sait que le premier vice-président du Conseil économique et social va porter les responsabilités de médiateur de la République. Cela participe aussi donc du souci de rationalisation et d'efficacité de l'action publique au service de nos citoyens. On entend bien les arguments, les explications que vous donnez sur notamment la question de la rationalisation des institutions et des ressources de l'État. On sait combien le gouvernement il est chatouilleux sur l'utilisation du denier public, du franc du contribuable. Mais justement, c'est sur ce détail que les citoyens continuent de renacler sur ce qu'ils considèrent comme le coût un peu onéreux des institutions de la République, telles que le CES, voire le Sénat. C'est vrai que le président du CES, Conrad Baghidi, a essayé de relever le défi. Il a essayé de tenir le pari du défi que le chef d'État lui a lancé pour montrer l'efficacité d'une institution qui s'est mise vraiment au service des citoyens en essayant de leur faire comprendre les lois qui sont prises pour améliorer son sort. Mais c'est un exercice que vous faites aussi au gouvernement. Vous, le porte-parole, mais pas que. Il arrive bien souvent des séquences de la vie publique où le gouvernement, des membres de l'Assemblée nationale, des élus descendent sur le terrain pour faire ce qu'on appelait reddition de comptes. Donc les citoyens se demandent pourquoi finalement on crée des institutions politiques pour utiliser par trop le denier public. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Mais vous observerez que ce sont des actions complémentaires. Le porte-parole du gouvernement, les ministres conseillers, quand ils ont l'occasion d'aller également sur le terrain à la rencontre de nos concitoyens, effectivement, font cet exercice. Mais nous sommes quand même quelques 13 millions de Béninois à minima. Le Conseil économique et social a l'avantage par ailleurs d'être délocalisé dans nos départements. Et donc d'avoir plus de représentants de la population que le gouvernement. Le gouvernement, c'est 24-25 personnes. Le Conseil économique et social, c'est la centaine de personnes. On connaît l'énergie du porte-parole qui lui aussi... Cela ne suffira jamais. Il parcourt oui, mais cela ne suffira jamais. Le porte-parole du gouvernement, déjà, par exemple, ne parle pas toutes les langues du Bénin. Il ne peut pas parler pertinemment partout à tous les Béninois, sauf à se faire assister chaque fois de traducteurs. Les membres du Conseil économique et social, à raison de leur provenance, qui fait que tous les départements sont représentés, pratiquement même toutes les communes sont représentées, quand ils vont sur le terrain, au-delà d'intervenir en français, peuvent faire directement l'exercice avec nos populations dans les langues les plus parlées afin que le message passe, que la compréhension, la proximité de l'institution. Et cela a un intérêt justement pour les populations parce que lorsqu'elles comprennent mieux, elles sont davantage civiques, elles sont davantage de bons citoyens et de bonnes citoyennes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez évoqué justement tantôt le souci de rationaliser les dépenses publiques. Alors cela n'a pas empêché quand même l'État à la mise en place du Sénat où on a fixé des critères qui font appel à des gens qui ont déjà servi la nation. Pour quels besoins? On continue encore par s'interroger sur l'utilité de cette institution et même sur son opportunité. Je ne vois pas le lien. Même si vous preniez des novices, des gens qui n'ont exercé aucune fonction avant, et qu'on les mettait au Sénat, il faut bien leur payer le prix de leur travail, n'est-ce pas? Mais ici, vous avez des gens, comme vous dites, qui ont déjà exercé des fonctions et qui, pour certaines d'entre elles, ces personnes, ont une retraite. Donc, imaginez bien que chacun aura ce à quoi il doit avoir droit et pas plus que ça. Et maintenant, encore une fois, ce qui doit nous préoccuper, c'est l'importance, l'efficacité de ces institutions sur la vie de notre pays. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Nous avons eu l'occasion largement de parler du Sénat, de ce que cela va apporter de plus dans l'architecture institutionnelle de notre pays, mais également dans la stabilité du pays, l'entretien de la bonne cohésion, de l'unité nationale et plein d'autres vertus attendues du Sénat et de ses membres. Et je pense que les Béninois l'ont tellement bien compris qu'à un moment donné, ils se demandaient même quand est-ce que le Sénat sera finalement mis en place. Est-ce que le président Wadayi va accélérer les choses pour que le Sénat enfin puisse être mis en place et commencer ses activités? Là, vous parlez au nom de ceux qui espéraient y siéger.
Oh, pas forcément. Mais c'est quand même au sein de cette opinion qu'on entend des critiques du genre, on prend les mêmes et puis on recommence. Voilà, depuis ces 30 dernières années, c'est des noms que nous avons entendus et qui sont revenus encore. Surtout Bien. qu'on pensait que les réformes politiques du président Patrice Talon pour rationaliser la vie politique et la fonction politique, justement, pas au détriment du dîner du contribuable, eh ben, certains qui étaient à la retraite sont remis en selle. Mais pourquoi vous vous priveriez d'expérience et d'efficacité de personnes qui ont eu l'occasion de faire leurs preuves? En l'espèce, s'agissant du Sénat, la loi a dit, donc prescription légale, les anciens présidents de la République. Oui. Bon, c'est des gens qu'on a déjà vus, qui ont fait leurs preuves. Mais la loi dit que ces personnes vont siéger au Sénat. La même loi dit que si vous avez été président de l'Assemblée nationale ou de la Cour constitutionnelle et que vous avez exercé au moins la moitié du mandat, vous êtes éligible pour siéger au Sénat comme membre de droit. Et puis, il y a d'autres personnes, j'ai dit, notez-le bien, si à un moment donné de la vie du Sénat, les membres de droit atteignent les 25, il n'y aura aucun besoin d'aller chercher d'autres personnalités pour les compléter, comme nous avons vu hier. Mais comme il s'agit du Sénat, de cette instance de sages, comme on a eu l'occasion de l'expliquer, nous savons tous que l'expérience accumulée par ces personnes qui en ont tellement vu contribue à leur sagesse. Vous et moi aurions été appelés au Sénat que justement l'opinion s'interrogerait pour dire, bon, si encore c'est un ou deux plus jeunes, mais qui ont un tel vécu, qui peuvent apporter quelque chose, ça passerait. Mais si 5, 10 ou plus qui n'ont pas grande expérience de la vie s'y retrouvaient, on s'interrogerait légitimement sur, la pertinence, comme vous dites là, la pertinence des choix, exactement. Alors, je comprends bien la logique de votre argumentaire. Alors, ce n'est pas pour jeter de discrédit sur les choix qui ont été faits. Mais comment on s'assure que ces personnes qui, à un moment donné, ont occupé des postes, l'ont bien occupé, ont vraiment bien servi la République? Ce n'est pas parce qu'on a occupé un poste qu'on a été excellent, justement, au point aujourd'hui que l'État ait besoin de leur expérience. Mais je vous retourne la question. Le président Soglo, il est vivant. Le président Soglo, il est vivant. Et Dieu lui prête encore longue vie. Est-ce que ça a été un bon président pour le Bénin? Oui, à ces exceptions près. Le président Boniaï, le président Patrice Talon, nos anciens présidents de la République, est-ce qu'ils ont rendu des services à notre pays? Vous avez capté la relance vicieuse d'Éric? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Non, le président Soglo, oui. Et puis après le président Boniaï. Oui, après c'est toujours relatif. Vous connaissez mon opinion sur la gouvernance du président Boniaï, mais ce n'est pas ça qui entre en ligne de compte aujourd'hui. La qualité en ce qui le concerne, c'est d'avoir été président de la République. Tous, en tant que Béninois, nous lui avons confié la gestion de notre pays. Qu'il ait bien fait ou pas, il a accumulé une telle somme d'expérience que son regard, son propos, ça va être utile au sein du Sénat. Le président Patrice Talon, il a beau avoir le bilan époustouflant qui est le sien, il y a des Béninois qui considèrent que son magistère n'a pas été positif, n'est-ce pas? Donc c'est relatif. Mais l'expérience que ces personnalités ont accumulée, leur vision plus large du fait de la position qu'elles ont occupée, font d'elles des sages utiles à notre pays dans le contexte du Sénat tel que nous l'avons bâti. Quand vous allez ailleurs où l'expérience du Sénat existe, vous avez bien des pays où les anciens présidents de la République sont appelés d'office à siéger au Conseil constitutionnel, par exemple. Bien sûr. Il y en a qui considèrent, lorsqu'ils ont quitté le pouvoir dans un âge relativement encore frais, ils considèrent que le Conseil constitutionnel, c'est un garage politique et qu'eux veulent faire de la politique, ils ne vont pas y siéger, en espérant un jour revenir aux affaires. Et puis le temps passant, ne revenant pas aux affaires, ils se résolvent finalement à aller siéger au Conseil constitutionnel ou au Sénat ailleurs, comme ça existe.
Mais il n'y a pas que ces questions qui font jaser les citoyens. Il y a les décisions que le gouvernement prend aussi pour soulager justement la poche des citoyens par rapport aux services publics, notamment la dernière décision prise par le gouvernement dans son dernier Conseil des ministres à date, c'est lié au coût harmonisé d'accès aux actes judiciaires. Concrètement, les citoyens veulent savoir. Je prends un exemple. Si un acte judiciaire coûtait 1000 francs par le procédé digital, aujourd'hui, il coûterait combien? Est-ce qu'on va du simple à la moitié? Non, il coûterait pareil. Il se fait que Mhm. depuis 2012, par exemple, il avait déjà été décidé d'harmoniser les prix de ces actes-là et autres services rendus ou délivrés par le ministère de la Justice. Parce que dans la pratique, vous pouvez voir que selon que l'on se trouve à Cotonou, à Parakou, à Porto Novo, à Kandy, les coûts peuvent varier pour les mêmes actes délivrés par le même État. Malgré la décision d'harmonisation qui a donné lieu à des actes concrets, il y a encore des disparités qui s'observent par endroits. Donc la décision du gouvernement, c'est de demander au garde des Sceaux de veiller à ce que cette harmonisation soit définitive et maintenant, pour préserver les deniers publics, rendre le paiement électronique comme seul mode de règlement de ces actes. Il se trouve que dans certaines de nos juridictions, dans certaines de nos administrations, il y a des agents de l'État qui se font intermédiaires entre les populations et la caisse. Et pour un acte qui coûte 1000 francs, le citoyen peut être amené à débourser 1500 francs, 2000 francs, contre promesse de l'aider peut-être à vite avoir son acte alors qu'on lui fait de faux frais. Donc, par cette décision-là, nous voulons éviter les faux frais à nos concitoyens pour que l'acte qui coûte 1000 francs ne lui revienne pas à plus que 1000 francs auxquels s'ajouteraient éventuellement les frais d'envoi et pas plus que ça. C'est la vertu de cette décision-là. Donc concrètement, cette décision vise à permettre à mettre tous les citoyens, créer de l'équité, quelle que soit leur position sur le territoire, et ils payent le même prix pour le même acte. Donc c'est bien ça. Mais sur cette décision, le paiement électronique est présenté comme un outil de transparence. Alors faut-il comprendre qu'il existait encore des pratiques douteuses qui échappaient au contrôle de l'État? Je ne vous le fais pas dire. D'ailleurs, cela a été mentionné dans le compte-rendu du Conseil. Vous savez très bien que sur la terre des humains, il y en aura toujours pour essayer de resquiller ou de contourner. Il y en aura toujours. Mais l'administration a le devoir aussi de trouver les solutions pour sécuriser les données publiques et faciliter la vie aux usagers. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers cette décision. Les deux gains, c'est faciliter la vie à nos concitoyens dans leur démarche vis-à-vis de l'administration judiciaire et en même temps sécuriser les données publiques. Pour aller jusqu'au bout de l'accès des citoyens aux services publics digitaux, est-ce que le gouvernement a pensé, par exemple, à aider les développeurs d'applications dans nos langues nationales, justement, à recourir à leurs services pour permettre à nos citoyens analphabètes de pouvoir facilement, justement, avoir accès aux services digitaux publics? En mettant en place un ministère de la transformation digitale et de l'innovation, le président Roumel Wadaï pense exactement comme vous venez d'exprimer votre réflexion et le ministre et ses équipes sont chargés justement de faire en sorte que dans les temps à venir, nous ayons le maximum de solutions possibles à offrir à nos concitoyens et à offrir au reste du monde aux besoins. Éric Guédelon, il y a aussi une mesure visant la baisse des redevances pour accéder aux places des marchés. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Vous savez que quand on a construit les marchés modernes, qu'ils soient régionaux ou urbains, nous avions déjà fait une étude et discuté avec les marchands, généralement les femmes, puisqu'elles sont les plus nombreuses, pour voir quel devait être le niveau de redevance supportable objectivement par elles. Et c'est en tenant compte de ce qu'elles avaient indiqué que nous avions fixé les redevances. Et je dois souligner que les redevances retenues étaient largement en dessous de ce qui aurait dû être payé si on était dans la logique de faire supporter la construction des infrastructures à nos populations. Parce qu'il y a une part budget national et il y a une part aussi ressources extérieures collectées pour le faire. Et donc, on n'a pas appliqué les justes prix. Malgré cela,
les femmes, les marchands en général, à l'expérience, disent que le niveau de redevance reste quelque peu élevé. Lorsque dans un marché, vous payez 300 francs par jour ou 600 francs par jour, il y en a qui considèrent qu'il aurait fallu être à 400 plutôt que 600. Et partout où le candidat Ouada y est passé, et les femmes qui étaient présentes ont évoqué ce sujet. Et le président Talon avait déjà mis en place une équipe pour réfléchir à la question. Le président Ouadaï a renforcé cela et effectivement a regardé et dit s'il faut que le gouvernement fasse un effort supplémentaire, comme ça a été annoncé justement dans le compte-rendu du Conseil, en demandant au ministre des Finances d'apporter un peu plus de subventions pour qu'on puisse réduire les redevances, et bien que cela soit fait. Et effectivement, sur cette base-là, le gouvernement a demandé à la ministre du Commerce intérieur de voir avec ses équipes de l'ANAGEM afin que les décisions subséquentes soient prises. Et l'ANAGEM a tout de suite réagi après, de sorte que quand vous allez désormais, pour compter du mois de juillet, dans les marchés, là où on paye 21 000 francs le mois, ça va être désormais 15 000 francs. Là où vous payez 18 000 francs le mois, ça va être désormais 12 000 francs. Dans les marchés régionaux où on payait 7 500 francs le mois, ça va être 5 000 francs. Et dans les mêmes marchés urbains, il y a des magasins, il y a des entrepôts, il y a des boutiques. Là également, les loyers sont revus à la baisse. Il y a par exemple des entrepôts qui coûtaient 2 125 000 francs le mois, qui vont coûter désormais 1,5 million. Donc, on a renoncé à 625 000 francs le mois, par exemple, sur ce type de locaux. Mais c'est à gagner sur la durée. Pour nos populations, cela représente du pouvoir d'achat qu'on leur concède. Et l'État fait un effort supplémentaire en mettant les subventions qu'il faut parce que quand on regarde le standing de ces infrastructures, il faut quand même bien les entretenir pour qu'elles soient toujours plus attractives et qu'on puisse en réaliser aussi ailleurs, là où il n'y en a pas encore et où les attentes sont massives. La baisse de la redevance peut stimuler l'envie de certains marchands qui n'avaient pas de place à en chercher à occuper. Est-ce qu'il y a d'autres programmes de construction de marchés justement pour augmenter les places? Déjà, dans la plupart des marchés, il y a de la place parce que, souvenez-vous que nous avons fait généralement plus de places qu'il n'y en avait dans les marchés qui ont été reconstruits. Donc, il y a encore quelques places par endroit à prendre. Et le programme de construction de nouveaux marchés n'est pas achevé. Il y a bien des localités qui attendent aussi d'avoir leur marché. Il y en aura dans les années à venir de nouveaux marchés. Alors, c'est vrai que l'État n'a pas de réduction. Est-ce que dans la démarche, on s'est quand même rapproché de ces bords d'âme au niveau des marchés pour savoir, peut-être en termes d'appréciation, à quel prix elles auraient aimé que l'État fixe ces tarifs? Peut-être que ce que l'État considère comme baisse, peut-être que ce n'est toujours pas le cas pour ces bords d'âme au niveau des marchés. Non, bien sûr, je vous ai dit, déjà à l'origine, elles ont été consultées. Les prix avaient été fixés de façon participative. On a discuté avec elles et on a fait une moyenne de tout ce qui a été avancé comme proposition par les vendeuses elles-mêmes. Aujourd'hui, je vous assure qu'avec les baisses qui ont été consenties et qui vont parfois jusqu'à hauteur de 40%, 30%, en tenant compte des différentes catégories de stands de boutiques, c'est très apprécié par les dames. Et la question a un vice. C'est qu'en fait, si on avait les moyens de dire, bon, ça va être gratuit pour tout le monde, c'est ce que vous aurez peut-être souhaité. Certaines familles, elles, auraient souhaité ça. Absolument. Si on avait les moyens de dire que ça va être gratuit pour tout le monde, on l'aurait fait, mais nous ne sommes pas encore aussi riches en tant que pays pour faire ça. Et le minimum qu'on demande à nos marchands, des marchands, c'est d'apporter leur contribution pour que l'État assure l'entretien régulier et le maintien en bon état de service de ces infrastructures afin que eux-mêmes et elles-mêmes continuent à avoir envie d'y aller, que les populations aient envie d'y venir et qu'ailleurs où on n'a pas encore fait et que nos populations les attendent, que nous puissions en réaliser aussi pour les autres qui n'en ont pas encore reçu. Est-ce que la mesure concerne seulement Tokpa Yoyo et Tokpa Daro?
Non, avec ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez. C'est aussi bien Tokpa Yoyo, Tokpa Daho, Mhm. les les autres marchés marchés urbains Ok. et les marchés régionaux, Régionaux. qu'il s'agisse de Glazoué, de Pao et ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut espérer avec ces baisses que cela peut avoir une influence au niveau du prix des produits dans ces marchés-là? Ah bien, ça c'est une belle question. Et je vous enverrai poser la question aux marchands et aux marchands dans L'État ces peut faire le marchés. suivi. Parce que ça, c'est pas notre rôle. Mais votre question, elle est intéressante. Comme il m'arrive de chahuter souvent nos amis émigrants, vous savez que quand à Cotonou, on n'avait pas encore d'aussi belles rues, et il y a des déplacements, quand vous devez les effectuer, vous appelez un émigrant, il va vous dire la voie n'est pas bonne. Donc, ils vous taxent en conséquence. C'est ça. Mais depuis qu'on a de belles routes, ils ne vous disent pas oh, les rues sont meilleures, maintenant on roule mieux, il y a moins de désagréments pour nos engins, et donc nous allons baisser les prix. Bon, j'espère que nos mamans, qui sont des gens honnêtes et braves, tiendront compte de cela aussi pour peut-être réduire leur marge bénéficiaire sur les produits afin que la mesure impacte l'ensemble de nos populations. Dans son dernier conseil, le gouvernement a pris une mesure favorable au e-learning au plan national pour développer l'accès au savoir dans l'espace éducatif public. Mais si, sous votre respect, le e-learning sans courant, sans Internet partout, c'est quasiment le bug learning ou le e-learning pour les seuls connectés. Et même si nous avions déjà le courant partout, il y aurait des moments où, du fait des intempéries de toutes sortes, il y aurait des coupures. Ça n'empêchera pas le e-learning d'exister. Nous sommes dans une démarche futuriste, ambitieuse pour nos jeunes. Leur offrir le monde à partir de chez eux. Parce que les ressources pédagogiques que le e-learning va permettre d'avoir à disposition ne seront pas que des ressources pédagogiques béninoises. Il y en a qui viendraient de partout le monde, fournis par les plus éminents spécialistes de leur secteur. C'est la perspective. En plus d'offrir à nos jeunes demain la possibilité de continuer à s'émanciper dans leur milieu naturel et objectif de vie, de leur éviter des tracasseries, c'est la perspective. Donc oui, aujourd'hui, le Bénin n'est pas encore électrifié de partout, mais cela ne peut pas être un obstacle dirimant à la mise en place de mesures ambitieuses qui facilitent la vie à nos populations. Les mesures subséquentes sont prises avec. Par exemple, là où ces amphithéâtres vont être ajustés, il y a à côté du courant conventionnel, il va y avoir du courant alternatif avec du solaire, par exemple, ou avec des groupes pour que, en cas de discontinuité dans la fourniture de l'énergie électrique conventionnelle, les activités ne s'arrêtent pas. Donc, le risque que cela puisse créer une forme d'inégalité, c'est un risque que l'État assume. Déjà, aujourd'hui, vous n'avez pas des universités dans chaque commune. Il y a des pôles. Et dans le cadre de ce programme-là, il y a des pôles qui ont été définis pour que les centres de mise en œuvre soient disponibles un peu partout sur le territoire national, au plus près de nos populations, autant que cela est possible. Si dans 10 ans, dans 15, dans 20 ans, il est possible d'avoir davantage de pôles encore plus près des populations, ça va être fait. Mais grâce à la qualité de la connexion qui s'améliore continuellement dans notre pays, on sait qu'aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous, dans votre village, pas besoin d'aller à Parakou, pas besoin d'aller à Cotonou, à Calavi, ou à Kétou, ou à Bomé, en fonction de l'université dans laquelle vous êtes inscrite, pour avoir accès à vos cours. Maintenant, si vous voulez aller dans les salles dédiées, vous allez vous déplacer pour y aller. Mais avec le e-learning, vous pouvez de chez vous accéder aux ressources pédagogiques. Éric Guédéno, monsieur le ministre porte-parole, restons volontiers à l'école, dans le giron de l'espace du savoir, pour vous demander si, dès la rentrée prochaine, les mesures prises favorables à la scolarisation des filles sera effectives dès le premier jour. Affirmatif. Ça fait 1 mois que la décision a été prise. Le ministre de l'enseignement secondaire et ses équipes, je le sais, sont à pied d'œuvre pour que la mesure soit effectivement appliquée à la rentrée de septembre 2026 afin qu'il ne soit exigé d'aucune fille, d'aucun parent de filles scolarisées dans nos écoles publiques
et notamment au secondaire, second cycle désormais, une quelconque scolarité. S'il y a des frais, ça doit pouvoir être les autres frais annexes qui sont habituels, mais pas de frais de scolarité exigés pour admettre les filles à l'école. Alors, nous connaissons généralement de tradition les effets des mesures de gratuité dans la vie de nos concitoyens. Est-ce que l'État s'engage à accompagner les établissements, par exemple, qui peut-être vont connaître des effets effectifs peut-être doubles que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir? L'État jouera pleinement sa partition, aux côtés par ailleurs des communes qui ont également une responsabilité. Et depuis que la mesure est prise, je sais qu'il y a des communes également qui ont commencé à regarder en prospective qu'est-ce qu'il va falloir faire. Infrastructures. Tout à fait. Ici ou là, nous assumerons notre part de responsabilité et je ne doute pas que les communautés territoriales feront également leur part du job. Alors, il y a un mois aussi en arrière, l'État a décidé de la mise en place de mécanismes de prise en charge au niveau de nos formations sanitaires. Un mois après, quel est le bilan que l'État fait? Ah, belle question. Et je peux vous dire que, au regard du point disponible un mois après, la décision est d'une pertinence avérée. Le ministre de la Santé et ses équipes ont effectivement présenté au gouvernement un point d'étape qui montre le comportement de nos centres de santé, de nos hôpitaux, mais aussi de nos concitoyens qui ont été en situation de bénéficier de la mesure pendant la période. Vous noterez que sur une période de 3 à 4 semaines, nos hôpitaux publics, de façon générale, ont enregistré un peu plus de 12 000 cas d'urgence. Évidemment, que nos concitoyens amènent en pensant que ce sont des urgences vitales. Et parmi elles, un peu plus de 4 000 ont été catégorisées et prises en charge comme étant des urgences vitales. Bon, ça fait à peu près le tiers. Cela demande aussi d'aller regarder encore de plus près pour la qualification, l'appréciation de l'urgence afin d'assurer la prise en charge optimale comme le gouvernement le demande. Et puis nous avons constaté aussi, en ce qui concerne le remboursement, puisque la mesure vise à s'occuper d'abord de sauver les vies et ensuite se préoccuper de récupérer les frais y afférents. Nous avons observé, d'après le point qui a été fait par le ministre de la Santé, que un peu plus de 70% de taux de recouvrement était quand même observé, effectif. Donc, un tiers, encore 30% qui reste à recouvrer. Et donc, ça montre aussi que, tout en appréciant cette décision, nos concitoyens, dans leur grande majorité, comprennent aussi qu'il faut bien, quand on a fini de recevoir les soins, quand les spécialistes ont fini de nous sauver la vie, il faut mettre la main à la poche et payer ce que nous devons payer pour permettre à nos hôpitaux de tourner et de continuer à prendre en charge d'autres Béninois qui pourraient venir et peut-être même encore les mêmes qui ont été pris en charge qui pourraient revenir parce que la maladie ne prévient pas, dit-on. Donc, globalement, nos hôpitaux ont eu un comportement assez sérieux, assez efficace vis-à-vis des patients qui sont arrivés en demande de soins d'urgence et en retour, les patients eux-mêmes, dans leur grande majorité, ont eu l'attitude de bons citoyens qui est attendue d'eux. Alors, je vois avec quel soulagement vous saluez le comportement de nos concitoyens. Et ça dit qu'au départ, vous aviez des doutes, l'État avait des doutes, c'est ça? S'il vous plaît, c'est essentiel L'État avait parce des que doutes vous évoquiez la gratuité tout à l'heure. Même quand on a parlé des espaces marchands, vous évoquiez la gratuité. Et on pouvait avoir des doutes parce qu'au départ, quand la mesure a été annoncée, il y a bien certains de nos concitoyens qui se sont rendus dans des centres de santé, par exemple, pour être concret. Et quelqu'un est allé avec sa femme en travail. Et après, il dit au médecin qu'il ne va rien payer parce que de toute façon, le gouvernement a dit que c'est gratuit, je ne paye rien. Et il a fait un peu d'histoire. Donc, on pouvait craindre que les uns et les autres, amalgamant, se disent, bon, tout est gratuit. Non, on n'est pas encore à l'étape du tout gratuit. Le jour où le Bénin sera suffisamment riche pour décréter que les soins dans les hôpitaux publics seraient gratuits pour tout le monde, je suis convaincu que les dirigeants qui seraient là en ce moment-là n'auraient aucune gêne à dire que c'est gratuit. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là, mais nous voulons que dans nos hôpitaux, nos compatriotes n'aient pas peur
de s'y rendre parce qu'ils n'auraient pas d'agents sûrs ou que quand ils vont y aller, ils ne soient pas pris en charge par les agents de santé simplement parce qu'ils n'auraient pas apporté de l'argent. Le président Wade et son gouvernement disent, vous soignez d'abord, vous sauvez les vies d'abord et ensuite vous vous préoccupez de récupérer l'argent. Et le comportement que nous avons noté est plutôt encourageant. C'est pour ça qu'il faut le souligner et rendre aussi hommage à nos concitoyens pour ce comportement vertueux en espérant que les autres qui n'ont pas pu payer, ceux qui n'ont pas pu payer parce qu'ils sont de mauvaise foi, viendront payer. Ceux qui n'ont pas pu payer parce qu'ils n'en ont pas vraiment les moyens. J'ai eu l'occasion d'expliquer par ailleurs que ceux-là, le mécanisme ARCHE, avec la prise en charge des pauvres extrêmes et la prise en charge à moitié des pauvres non extrêmes, ce mécanisme pourra être mis en branle pour suppléer nos compatriotes qui, manifestement et objectivement, ne peuvent pas payer les frais. Mais ceux qui peuvent, même si dans l'immédiat, ils ne peuvent pas, dès qu'ils arrivent à meilleure fortune, il faut qu'ils aillent payer pour permettre à nos hôpitaux de continuer à tourner. En même temps, on espère qu'au bout de cette mesure, pour ceux qui, au-delà de ceux qui ont de la mauvaise foi, les indigents, le gouvernement s'attacherait à faire éviter à certains responsables d'hôpitaux ces mesures confiscatoires des malades qu'ils soignent et qui se retrouvent dans l'indigence de pouvoir faire face aux soins. Mais vous ne verrez plus ça, justement. Les hôpitaux en arrivaient là parce qu'ils faisaient face souvent à de la mauvaise foi. On sait bien qu'il y a des gens qui n'en ont pas les moyens, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup qui, par mauvaise foi, ne se pressent pas de payer. Donc, les responsables d'hôpitaux qui le faisaient, ils reçoivent certes des subventions de l'État, mais ces subventions ne suffiront jamais pour leur fonctionnement. Si ça suffisait, tout serait gratuit. Donc, ils ont besoin aussi de faire du résultat. Et le résultat, c'est à côté des subventions que l'État donne, récupérer auprès des bénéficiaires des soins ce qu'ils doivent payer pour que leur centre de santé continue à tourner. Mais avec les mesures que nous avons annoncées là, il y aura de moins en moins de ces cas et j'espère même qu'il n'y en aura plus du tout, où on dira que telle personne a été empêchée de rentrer chez elle parce qu'elle doit encore à l'hôpital. Ils trouveront les moyens de recouvrer leurs créances sur ces personnes. Eric Guédelon, on finit. On a dit que le dernier sujet abordé avec il y a une mesure qui a été prise en faveur des cotonculteurs, des primes aux cotonculteurs. Le gouvernement a compris que la croissance agricole doit passer aussi par l'encouragement qu'il faut pour les producteurs agricoles. En la matière, il y a des primes qui ont été fixées pour nos producteurs. Tout à fait, ça remonte à un peu plus d'un mois maintenant. Oui. Et vous voulez que je précise ou que je reprécise surtout à nouveau? Nous avons dit que pour les cotonculteurs, parce que c'est deux catégories que nous avons faites. D'abord, le coton. Et ensuite, ensemble, le riz, le soja, le cajou. Absolument. Pour les cotonculteurs, nous avons dit que pour une production nationale d'au moins 700 000 tonnes, en dehors du prix d'achat du coton homologué qui aura déjà été payé, les cotonculteurs gagneront 10 francs par kilogramme produit. La mesure, c'est intéressant que nous avions une approche et bon nombre de nos cotonculteurs comprenaient également de cette façon que, comme nous avions déjà fait au moins 700 000 tonnes de coton sur plusieurs saisons, donc ce n'est pas un objectif inatteignable. Donc nous considérions que si on fait 1 million de tonnes demain, les 300 000 tonnes qu'il y a en plus seront impactées. Mais le président Wade a dit non, c'est toute la production qui bénéficie de la mesure. De sorte que si nous faisons 700 000 tonnes, en dehors du prix qui aura déjà été payé, 10 francs par kilogramme, soit tantôt 7 milliards de francs CFA supplémentaires iraient dans les poches de nos cotonculteurs. Si nous faisons 1 million de tonnes, donc c'est 10 milliards de francs CFA supplémentaires qui iraient dans les poches de nos cotonculteurs. C'est ça le sens de la mesure. Et par rapport au cajou, au riz et au soja, là nous avons visé les quantités livrées aux usines en tenant compte de leur capacité de transformation installée au moment où la décision a été prise. Ce qui veut dire que pour la campagne agricole 2026-2027, s'agissant du cajou, si les usines ont reçu 200 000 tonnes de cajou, la prime exceptionnelle s'applique au profit
de ceux qui ont livré le cajou. Si elles ont reçu, s'agissant du soja, Enfin, les livré- 450 000 tonnes. Produit, vous voulez dire, produit le cajou. Non, là, ce Ah. n'est pas la production qui est visée. Ah, d'accord. C'est les quantités livrées Livrées aux usines. aux Parce usines. que nous sommes déjà, c'est ça la différence avec le coton. S'agissant du cajou, cajou, oui, oui. on est peut-être aujourd'hui autour de 350 000 tonnes. Mhm. Mais les usines ont en capacité de transformation installée pour 200 000 tonnes. Mm. Donc, si sur les 300 et quelques mille ou 400 et quelques mille tonnes de cajou que nous produisons collectivement, les 200 000 tonnes ont été livrées aux usines, Bon, ouais. il y a la prime qui s'applique pour les 200 000 Les tonnes. 200. Le soja, nous sommes déjà aujourd'hui dans les 600 000 tonnes. Mais les capacités de transformation des usines installées, c'est 450 000 tonnes. Donc, si sur l'ensemble de la production, C'est livré. les usines ont reçu les 450 000 tonnes, la prime s'applique pour les 450 000 tonnes. Et Une pour le façon aussi riz, de c'est garantir les matières pour le riz, premières aux c'est usines. 350 000 tonnes. Mhm. Or, nous avons déjà une production nationale de riz qui dépasse les 500-600 000 tonnes. Donc là aussi, lorsque les usines ont reçu 350 000 tonnes de riz pour tenir compte de la campagne visée, la prime s'applique également. Eh bien, merci pour vos explications sur la décision prise par le gouvernement pour améliorer le sort commun, mais également sur des questions d'actualité telles que celle de l'inondation qui nous prend et qui empoisonne un peu notre quotidien. 2, 3, 4 heures parfois de marche sur les routes avant d'atteindre les services. Merci d'être passé pour apporter ces éclairages. Éric Guédelon, Merci à vous. c'était toujours un plaisir. Merci à C'est vous. moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et rassurez-vous, par rapport aux inondations, cette situation sera bien derrière nous. Déjà, c'est tellement conjoncturel aujourd'hui, mais dans les années à venir, ce sera derrière nous, sinon vraiment résiduel. Ainsi a parlé le ministre porte-parole du gouvernement face aux téléspectateurs de BNN TV et de Canal 3. Merci d'être passé. Eh bien, on vous regarde faire et on vous relancera au cas où les promesses ne seraient pas tenues. À votre disposition, avec le même plaisir. À bientôt. Merci.